tiens à apporter d'abord les salutations de l'équipe de Rome dont je fais partie, qui participe à ce projet national. Donc, merci à l'équipe de Bari qui nous accueille, Matteo Majorana, Marie-Thérèse Jacquet, à tous les collègues et toutes les collègues de Bari. Il y a aussi des collègues de cette équipe nationale de Gênes. Donc, nous sommes en quelque sorte représentés au complet. Et nous allons participer à ce colloque qui achève finalement cette recherche nationale qui nous a absorbés pendant 2 ans. Voilà. Et j'ai cet après-midi le plaisir de donner la parole à 3 écrivains. Donc on va leur rendre la parole après ce matin. Et on va commencer par Bertrand Leclerc, qui est journaliste depuis 1987, qui a géré la page livre du quotidien Information, qui a collaboré pendant plusieurs années à la Quinzaine littéraire, et depuis 2000 est conseiller littéraire pour France Culture. À partir d'octobre 2013, il sera à Saint-Étienne pour un projet Résidence d'écrivain. Parmi les volumes qu'il a publiés, je voudrais rappeler L'industrie de la consolation, la littérature face au cerveau global, aux éditions Verticales, qui me semble particulièrement important parce que cette tentative d'opposer le geste littéraire aux idéologies dominantes de l'univers de la communication a été soulignée également dans Théorie de la déroute, publié en 2001, toujours chez Verticales. Il me semble que réfléchir sur la communication est très important si l'on veut ne pas se borner aux impressionnismes. Il a contribué à plusieurs collectifs et revues, comme Perpendiculaire à l'infini. Et je vais rappeler, pour terminer, son premier roman, Maurice et Vase, où il utilise la forme de la conférence pour donner une voix aux pensées d'un ex-détenu à propos de la réinsertion sociale. Après La main du scribe, il a publié Malentendu, aux Actes Sud, 1913, un roman dans lequel la surdité d'un enfant révèle des mécanismes qui sont invisibles à l'intérieur de familles. On voit où l'urgence de la communication est fondamentale, si je ne me trompe pas, dans ses recherches et dans sa sensibilité. Bon, je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, en tant que... Là, ça va, là? Ça marche? Là. Il faut l'allumer. Push. Voilà. Je peux l'éloigner un peu. Ouais, je disais donc qu'en tant que romancier, j'ai un vrai tropisme pour le discours indirect libre, ce qui explique peut-être que j'aborde le sujet des sentiments de la manière dont je vais l'aborder. Alors, c'est écrit. Je pense que ça va recouper pas mal de choses qui ont été dites en fin de matinée en particulier. Parce que je voudrais aborder les questions du visible et de l'invisible dans le texte, de la contrebande, vous comprendrez tout à l'heure, et du sentiment, voire du ressentiment. Je commence par 3 citations. Et maintenant, dans votre tête résonne cet adieu Cécile. Les larmes vous montant aux yeux de déception, vous disant « Comment pourrais-je jamais lui faire comprendre et me pardonner le mensonge que fut cet amour, sinon peut-être par ce livre, dans lequel elle devrait apparaître dans toute sa beauté, parée de cette gloire romaine qu'elle sait si bien réfléchir. » Vous avez sans doute reconnu les dernières pages de la modification de Michel Butor. État de nerfs inouï, agacement sans nom, aimer à ce point et être malade, et j'aime être malade. Ce sont les toutes premières lignes de Histoire de rat, qui ouvre l'impossible, de Georges Bataille, paru en 1962, s'il avait d'abord été publié sous un autre titre en appelant à l'un des sentiments majeurs la haine de la poésie. Ce sont des mouvements indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience. Ils sont à l'origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver et qu'il est possible de définir. Ils me paraissaient et me paraissent encore constituer la source secrète de notre existence. C'est la définition des tropismes selon Nathalie Sarraute, dans sa préface à la seconde édition de l'ère du soupçon, qui date de 1964, après qu'elle a rejoint le nouveau roman. Dans des registres radicalement distincts, portant des enjeux qui ne le sont pas moins, voilà 3 textes qui ont joué un rôle prépondérant au long de ce que l'on peut appeler les années théoriques. On pourrait
pourrais évidemment multiplier ce type de citations qui m'entraînent à faire d'emblée le départ entre le sentiment et le sentimental, dès lors qu'on quitte la littérature fabriquée pour les têtes de gondole, si j'ose dire. Pour évoquer une œuvre que je connais bien, celle d'Hélène Cixous, surgit au cœur des années théoriques et toujours à la pointe du contemporain, je vois mal en quoi on pourrait la dire davantage sentimentale aujourd'hui qu'elle ne l'était voici 50 ans. A l'inverse, il n'y a ni plus ni moins de sentiments aujourd'hui qu'hier. Ce sont d'ailleurs les mêmes que l'on retrouve, et pour ne citer qu'un exemple, le matériau du jour où je n'étais pas là, qui trace et retrace la naissance et la mort de notre mongolien, ce matériau était déjà inclus, mais de manière souterraine, dans Tombe, paru au Seuil 30 ans plus tôt. Il est vrai, en revanche, que l'œuvre s'est éclaircie, qu'elle s'est délivrée d'une opacité au lecteur et à elle-même au long des décennies. Mais de cela, bien malin qui pourra en parler, en démêlant ce qui résulterait de l'époque, du contexte d'écriture, et ce qui résulterait d'un processus de maturation que l'on pourrait rapprocher métaphoriquement d'une phrase tardive du peintre Olivier Debray, je cite, « Avec le temps, l'œil s'éclaircit, c'est courant chez les peintres. » Du moins, chez les peintres qui n'ont pas renoncé à percer de nouvelles voies dans l'opacité du monde pour nous donner à voir ce qui se trouvait là, mais n'y avait pas encore été vu. On pourrait aussi travailler à partir d'une autre des œuvres phares des années théoriques qui s'éclaircit aujourd'hui, celle de Pierre Guyota. Tant il est vrai que Progéniture, paru en 2000, le dernier de ses livres écrits en langue, comme il le dit, pour les différencier des livres dictés, ainsi de commun ou de formation, tant il est vrai donc que Progéniture, grâce au recours au verset, est bien plus accueillant que ne l'était Prostitution ou le livre 20 ans plus tôt. Dans le rapport au sentiment, rien pourtant ne me semble avoir changé depuis Tombeau pour 500 000 soldats, là non plus, si les sentiments qui se déploient dans cette œuvre ne sont effectivement pas les plus communément représentés. Entre prostitution et progéniture, il y a un changement d'époque, il y a aussi un chemin, je cite. J'ai découvert ce pouvoir d'émouvoir, de retourner même peut-être. En même temps que ce pouvoir-là, j'ai découvert ma liberté, celle que j'ai de dire absolument ce que je veux. Cette liberté sans limite ne s'acquiert jamais une fois pour toutes. Cette liberté augmente avec l'âge. Fin de citation. Il en va là de même qu'avec une doxa qui a longtemps été prédominante chez nombre d'épigones des années théoriques, celle qui préconisait le refus de la psychologie. Sur ce point, avec sa précision et sa rigueur coutumière, Guyota a formulé les choses on ne peut plus clairement dans le livre d'entretien intitulé « Explication » et paru en même temps que « Progéniture ». Dans un passage où il évoque sa volonté de, je cite, « juxtaposer des épithètes, des attributs, voire des substantifs de base, comme certains peintres juxtaposent des couleurs pures, pour ne pas enfermer la chose en description dans le mot réputé exact. » Guyota précise bientôt, je cite à nouveau, « liquider des termes psychologiques, comme je l'ai fait il y a très longtemps, c'est très productif parce que ça contraint à la poésie, ça contraint à la périphrase. La périphrase développe le champ, permet de trouver les idées, permet de contourner l'obstacle comme le fleuve. C'est toujours là qu'on rencontre la science. Liquider les termes psychologiques. Il s'agit de dégager la langue vivante qui nous anime bien plus que nous l'animons, de dégager la langue des langages qui la conditionnent dans ses emplois quotidiens ou spécifiques. Il ne s'agit nullement de liquider les sentiments ou les ressorts de la psychologie, mais de liquider le discours psychologique qui enferme ce ressort dans des catégories préconçues. Il s'agit en somme de liquider, certes pas la psychologie, mais ce que l'on nomme la psychologie romanesque qui a une évidence à voir avec le sentimental. On pourrait en dire autant de l'œuvre si différente de Nathalie Sarraute, en rappelant ce qu'elle écrivait dans Ce que voient les oiseaux, le texte qui clôt le volume L'air du soupçon, et qui est certainement encore aujourd'hui le texte théorique sur l'articulation entre la création et le social, sa réception, que je rouvre le plus souvent, quand il exprime au midi de la lucidité quelques-uns des fondamentaux du geste de création littéraire et de sa réception critique. Jouant avec les stéréotypes des années théoriques, Nathalie Sarraute y renverse la donne. Elle se revendique des écrivains réalistes, par opposition aux formalistes qui sont, dit-elle, les romanciers incapables d'échapper à la forme traditionnelle, englués dans des formes mortes qui les privent de toute capacité réelle à rendre visible ce qui ne l'était pas, pour jouer avec la citation de Paul Klee que Nathalie Sarraute a abondamment répétée dans ses conférences, au point d'en faire le socle de sa démonstration, je cite, « L'art ne restitue pas le visible
Il ne s'agit pas de s'y retrouver, de s'y reconnaître, comme les lecteurs adeptes du confort aiment tant l'affirmer avec le même soupir d'aise qui leur vient en glissant les pieds dans des charentaises. Il s'agit, au sens étymologique, d'inventer la vie. Inventer, comme on invente un trésor lorsqu'on le découvre, selon le langage juridique, un trésor qui de toujours était là, mais invisible. La vie, qui de toujours est là, sous les discours conventionnels qui la rendent abstraite, invisible et, à dire vrai, invivable. Nathalie Sarraute, vous l'avez entendu en introduction, n'hésite jamais à parler de sentiments, qu'il s'agit de rendre perceptibles jusque dans leur part la plus obscure. C'est au prix de ce travail d'art que, selon elle, les écrivains réalistes, au long des derniers siècles, sont parvenus à toucher du réel, dirais-je, à mettre au jour des parcelles de réalité, dit-elle, je cite. Cette réalité à laquelle tous ces écrivains se sont attachés avec une passion si exclusive et si sincère, quand il est arrivé à certains d'entre eux de la saisir, que ce soit sur son aspect métaphorique, ou poétique, ou psychologique, ou social, ou, c'était parfois là leur chance, il faudrait plutôt dire leur récompense, sur tous ces aspects à la fois, rien ne parvient plus à la détruire, mais seulement à la dégrader, une fois qu'elle a été mise au jour. Alors, le texte trouve sa force et sa cohérence à partir de ce noyau dur qui irradie de la partie au tout. Quelque chose que chacun reconnaît sans pouvoir le définir, que j'appelle l'âme d'un livre, Nathalie Sarraute préférant dire qu'apparaît alors aux yeux de tous, je cite, quelque chose que chacun reconnaît, mais qu'on ne sait désigner autrement que par des termes imprécis, tels que la vérité ou la vie. C'est à cette réalité-là que nous revenons toujours, malgré nos trahisons et nos égarements passagers, prouvant par là qu'en fin de compte, c'est à elle que nous aussi, nous tenons par-dessus tout. Parmi celles qui paraissent aujourd'hui, les œuvres vivantes sont celles qui tout à la fois ont gardé mémoire des avancées de ces années théoriques, en travaillant d'un seul geste le fond et la forme, tout en se libérant des dictates qui les ont accompagnés, dès lors que la nouveauté formelle, issue d'un travail inédit pour exprimer l'inexprimé, devenait répétition stérile dans d'autres mains. Ce qui est vrai cependant, c'est que si la scène théorique, avec ses enjeux politiques ou utopiques, a pu générer à son tour des interdits et des stéréotypes, elle donnait un cadre pour défendre ce que les écrivains tentaient de plus exigeant. Le rapprochement de Nathalie Sarraute au nouveau roman, le rapprochement, ça va là ? Non, c'est presque trop loin maintenant. C'était trop près. C'était trop près. Le rapprochement, Voilà. le rapprochement, ça va ? Le rapprochement de Nathalie Sarraute au nouveau roman, tel que le définissait Alain Grillet, a fortement contribué à la donner à lire, à justifier aux yeux des lecteurs l'effort qu'exige le passage à l'acte de la lire. Rappelons qu'ils étaient tous les deux tout à fait conscients du côté fallacieux de ce rapprochement, si l'on en croit les derniers jours de Corinthe, dans lequel Alain Grillet rapporte la discussion à l'issue de laquelle il proposa à Nathalie Sarraute de faire alliance malgré tout ce qui les séparait et qui était clairement posé. Je cite. Dans le train qui nous emmenait à eux, Nathalie m'a dit en souriant, devant tant de divergences acceptées. En somme, il s'agirait surtout d'une association de malfaiteurs. Mais je voudrais ici, avant de déboucher sur un jeune auteur contemporain, faire un détour à partir d'une citation de Louis Aragon datant de 1966, qui figure dans la préface à Aurélien, écrite à l'occasion de la publication de ses œuvres croisées avec celles d'Elsa Triolet. Aragon est alors en train de travailler à cet autre grand texte, bien plus complexe formellement, qu'est Blanche ou l'oubli, dont l'une des caractéristiques, écrira-t-il lui-même dans un après-dire, et je cite, « le doute perpétuel qui règne sur l'existence des personnages du roman, sur la personnalité du ou des narrateurs, etc. » Blanche ou l'oubli peut être lu de mille manières, y compris comme une réponse purement romanesque, une réponse par le faire aux théoriciens, qu'ils viennent du nouveau roman de la revue telle quelle, quand bien même ce n'est pas sur le foisonnement intertextuel du roman qu'Aragon a insisté dans le même après-dire, mais sur les difficiles dernières années d'Elsa Triolet, pour désigner ce qu'il nomme l'arrière-texte du roman. Tout ce que dans un roman il est nécessaire de, je cite, dire sans le dire. Tout n'est jamais que contrebande. Ce qu'il ne faut pas dire, il faut l'écrire cependant. Quand le texte, ce textile ou ce trame mille et un fil, condamne à produire et ou permet de générer du visible et de l'invisible, du lisible et de l'invisible.
Cette question du visible et de l'invisible est fondamentale, exactement comme elle l'est, par exemple, en architecture. Je songe à cette réussite exemplaire que demeure 35 ans après son inauguration le Centre Beaubourg, dont le principe même est de renverser ces problématiques du visible et de l'invisible, disons, pour aller vite, de mettre tout le cachet et le dedans-dehors, escalier, tuyauterie, tandis que l'espace intérieur s'ouvre comme une agora. Beaubourg est une réussite architecturale exemplaire et historique, mais que l'on ne refait pas deux fois. Quel sens cela aurait-il? On ne refait pas Beaubourg, mais on fait autre chose après Beaubourg, qui ne peut pas être semblable à ce qui aurait été fait avant. C'est dans les mêmes termes qu'il convient de réfléchir à cette proposition phare des années théoriques, proposition si formidable qu'elle en est rapidement devenue un stéréotype. Il ne s'agissait plus de donner à lire l'écriture d'une histoire, mais l'histoire d'une écriture. J'en passe par cet exemple tant il me semble que les recherches textuelles des années théoriques ont pu produire un retournement dans la trame du texte, entre ce qui est visible et ce qui ne l'est pas. Et parfois, ce qu'après James on peut nommer l'image dans le tapis, s'en est trouvé cantonné à l'envers du texte. Mais j'en reviens à la préface d'Aurélien. Après avoir rappelé dans quelles conditions de clandestinité Aurélien s'était écrit durant l'occupation, Aragon ajoute « En ce temps-là, j'en avais déjà conscience, mais je tenais alors pour nécessaire au roman que, si la vie, les événements, l'histoire me dictaient le roman, tout fut fait pour les effacer, ne laisser que leur reflet indirect dans la chose inventée, la péripétie imaginaire. Aujourd'hui, et c'est là sans doute en quoi la vie et l'histoire ont profondément changé, j'ai tendance à penser que ce qu'il y a de précieux dans le roman, c'est tout juste le lien entre le romanesque et le réel, ce qu'il y a dans le journal et ce qu'il y a dans une chambre quelque part entre un homme et une femme, par exemple. » Fin de citation. On voit ici que c'est bien une problématique du visible et de l'invisible dans le corps du texte qui est au travail. Blanche l'oubli ne peut plus s'écrire comme s'écrivait Aurélien, où il n'était pas question de ce qui pourtant animait le texte, où était caché tout ce qui en rendait l'écriture urgente et nécessaire. Tout cela qui reste invisible au lecteur encore aujourd'hui, mais donne assurément son incomparable puissance de vie à Aurélien, écrit à une époque où la vie impossible a transfusé dans le roman en train de s'écrire malgré l'opacité d'un avenir improbable. À l'ère du soupçon, au contraire, il faut que l'invisible du travail de l'écrivain, du romancier, devienne visible, parce qu'on exige de lui qu'il mette carte sur table, et pour pousser un peu loin le bouchon, parce qu'on le soupçonne par les procédés qu'il emploie de freiner l'avènement de l'homme nouveau. Tout n'est jamais que contrebande, rappelle cependant Aragon, qui n'est pas dupe de l'époque théorique s'il joue avec elle, puisque c'est un jeu aussi, mais un jeu évidemment très sérieux. On pourrait dire que Blanche l'oubli joue de tous les tableaux, c'est sa puissance et sa beauté. L'auteur essaye de faire passer le lecteur sans cesse du dessous au dessus des cartes, alors que l'époque est plutôt à s'en tenir au-dessous. Parce qu'on pourrait formuler les choses ainsi. Au long des décennies, sur la scène dominante, tantôt c'est le sentiment qui passe en contrebande, tantôt c'est le geste même de l'écrivain, ce qui l'anime, la poésie. Mais de toute façon, il y aura toujours un envers. Aucun texte, sinon fabriqué de toutes pièces, est donc déjà mort avant d'arriver en librairie. Aucun texte ne s'écrira sans le geste de l'écrivain, sans sentiment non plus. J'avais prévu ici d'en passer par l'étymologie si éclairante du mot sentiment. Je me contente de rappeler que le mot sentiment, issu du verbe sentir, a, dans la mémoire archaïque de la langue, partie liée non pas au savoir, mais à la connaissance, par le biais d'une subjectivité. Que cette logique court jusqu'au sens philosophique où il correspond à l'intuition. Qu'au XVIIe siècle encore, alors qu'il désignait déjà de longue date un état relevant de l'affectivité, le sentiment était le fait de percevoir, de sentir, et que l'on pouvait alors perdre le sentiment, c'est-à-dire s'évanouir, ce que nous nommons aujourd'hui perdre conscience ou perdre connaissance. Si l'on ajoute encore que le mot sentimental est une construction purement littéraire, puisqu'il est introduit en français dans le titre de la traduction du Voyage sentimental de Laurence Sterne en 1769, on comprendra que le geste littéraire a de toute façon beaucoup à faire à cette lisière désormais indéfinie du sentiment et du sentimental. Tout change et rien ne change. Aujourd'hui comme hier, l'entreprise littéraire n'a de sens qu'à mettre au jour de l'invisible, c'est-à-dire n'a de sens qu'à tenter d'échapper aux stéréotypes qui nous coupent et nous protègent d'une vérité insaisissable et donc inquiétante du ressenti. Stéréotypes répandus dans les romans sentimentaux, en tout temps et en tout lieu, pur produit parmi d'autres
d'une industrie de la consolation qui invite, à dire vrai, à perdre conscience pour s'en soulager. De la sensation au sentiment, tout passe par les mots, quand les mots conditionnent le sentiment qui les produit. Le ressenti se rabat sur l'expression employée avec sa puissance rassurante. Rassurante même lorsque je dis « je tremble de peur », manière de faire passer la peur du statut d'émotion à celui de sentiment. Toujours le ressenti et son expression font la roue dans la langue, la grande roue du sentiment, qui peut s'apparenter tantôt à la roue du pont, tantôt à celle du supplice. D'où la nécessité au passage de la vélocité. Nécessité qui apparaît en littérature des Balzac, qui s'affirme en peinture chez les impressionnistes, tout particulièrement chez Gauguin, qui s'est formalisée en bien des pratiques du surréalisme et que l'on retrouve au cœur des explications de Nathalie Sarraute quant à la notion de tropisme et aussi bien dans les carnets de bord de Pierre Guyota. La vélocité, c'est-à-dire non pas la rapidité d'exécution, certes pas l'absence de travail ou de rigueur, mais la capacité à saisir le mouvement de la vie sur le vif, précisément pour conserver le vif du vivant dans la saisie. La vraie poésie est vélocité. Seule la rapidité du regard permet de dépasser la pesanteur, la lenteur de nos pauvres moyens d'exprimer la vérité sur la page comme sur la toile. La vérité parfois dérangeante d'un sentiment, mais aussi bien d'une attitude, exige d'être saisie d'un regard plus rapide que les mots pour les dire, parce qu'à se laisser doubler par les mots, on se laisse rattraper par la raison résonante, on s'enferme dans un dialogue, non pas avec la vérité, mais avec l'idée que l'on s'en fait, non pas avec la beauté, mais avec l'idée préconçue du beau. Autant dire que l'on répète ce qui a déjà été fait. Aujourd'hui comme hier, je vais pour conclure évoquer brièvement un livre qui vient de paraître en cette rentrée 2013, qui m'a profondément et très joyeusement marqué, qui est d'une implacable et véloce précision dans la saisie du contemporain de nos vies, et dont la presse littéraire a incroyablement peu parlé, alors même que son auteur n'est pas dépourvu de notoriété. Je ne le connais pas. Je précise, avant d'affirmer, qu'il parvient ici à toucher très concrètement un point de résistance inédit, une vraie résistance, dans le langage, à l'ère du temps, nous entraînant très loin de la mise en spectacle de la résistance qui court les livres cet automne. Il s'agit de Mon prochain, que Gaël Obiegli, auteur de 4 livres déjà, dont Jean de Beauce, vient de publier aux éditions Verticales. Mon prochain m'intéresse d'autant plus que non seulement j'y éprouve, j'y retrouve le sentiment de toucher là de la littérature, mais qu'il y parvient d'une manière plus éloignée de celle que je privilégie. Très éloignée, pardon, de celle que je privilégie. Disons que son travail est plutôt un travail sur les langages qui nous conditionnent qu'un travail dans la langue, cette tentative de la soulever pour la décoller des emplois normatifs qui seraient la mienne, que j'y parvienne ou non, étant évidemment une autre question. De manière schématique, il me semble que Gaël Obiegli prolonge dans un élan neuf un courant particulier de la littérature française contemporaine que l'on pourrait baliser avec les premiers livres de Nathalie Quintane, puis les installations narratives d'Emmanuel Piret. Mon prochain s'inscrit pour une part dans la continuité de cette approche poétique du monde, de la mise en crise des langages contemporains qui saturent nos vies de formules toutes faites. Mais pour le coup, Mon prochain s'émancipe du principe de l'installation au sens artistique du terme, que privilégie Piret ou Quintane, pour retrouver le libre cours d'une narration que l'on pourrait résumer ainsi: les pérégrinations sur 3 continents d'une jeune femme incapable de se plier aux normes langagières en vigueur, car dès lors que l'on se plie aux normes, on se coupe de la possibilité d'habiter pleinement la langue et donc le monde, sans même parler des livres que l'on écrit. Pour y parvenir, Gaël Obiegli s'est doté d'une narratrice qui prend la forme d'un jeu, J-E, fabuleux, un jeu de fables qui s'autorise les invraisemblances, et l'on se contrefiche du rapport que ce jeu entretient ou non avec la réalité sociale de l'auteur. Mais un jeu fabuleux qui renverse le principe de la fable. Ce n'est plus le héros qui provoque des effets autour de lui, ce n'est pas non plus l'anti-héros désormais traditionnel, c'est un individu traversé, agi, façonné par les autres et le monde, un individu qui se laisse éprouver par le monde jusqu'à éprouver le monde en retour, retrouver la réalité sous sa représentation commune, retrouver le présent du monde en laissant ce dernier l'agir jusqu'à ce point de résistance dont j'ai parlé, d'où fuse l'évidence d'une vraie poésie. La narratrice s'échine à échouer dans sa quête de normalité. Elle est sans révolte, au sens que le XXe siècle donnait à ce mot, mais elle refuse les œillères, désormais doublées d'oreillettes, que nous tend sans cesse le monde. Il comprend peu à peu que son échec,
que l'impossibilité où elle se trouve de réussir dans l'adoption des codes de la performance sont sa force. Et la preuve en est ce livre qu'elle nous donne. Je vous en livre un très court exemple, forcément anecdotique, mais qui a le mérite d'affirmer sur le sentiment de honte quelque chose qui me semble tout à la fois nouveau et fulgurant comme une évidence. Je précise que la narratrice revient alors d'un séjour en Californie, qu'elle nomme l'extrême occident, puisqu'après tout, il n'y a aucune raison que seul l'Orient puisse être extrême, sinon extrémiste. Elle n'est pas parvenue à écrire l'article qu'on lui avait commandé, et je cite. Le directeur du journal m'a donné une nouvelle chance après mon échec en Amérique et j'ai échoué encore. Avant qu'il croie que je veux me donner un genre, il conviendrait de lui expliquer mon trouble. Depuis qu'il m'a passé commande d'article, la capacité d'écrire me fout la honte. L'impuissance me tourmente mieux. Mais si je lui disais ça, j'aurais l'air vertueux. Et il s'imaginerait que je l'embobine pour ne pas rembourser l'argent qui m'a été avancé. Quand on m'a suggéré d'écrire sur le numéro 31 du patrimoine de l'UNESCO, j'ai décliné. Je ne peux pas. Je serais trop gêné si je réussissais. Je me demande si ceux qui arrivent à écrire sur le numéro 31 du patrimoine de l'UNESCO connaissent cette honte que je cherche à m'épargner. Sans doute, oui, certainement, ils connaissent ça. Fin de citation. Il y a là quelque chose dont je connais évidemment qu'un très très faible écho, d'une flânerie mondialisée, la flânerie baudelairienne telle que l'a analysée Walter Benjamin, mais une flânerie mondialisée dans le paysage d'Internet et sur 3 continents. Mon prochain parvient à jouer avec un ressort important, sinon essentiel, des langages dominants d'aujourd'hui, qu'ils soient médiatiques, professionnels, économiques, parareligieux. Ressort qui est enfoui sous les usages et qu'on définirait difficilement, sinon par le plaisir éprouvé à ce jeu extrêmement moderne, à la fois déroutant et revigorant, un jeu très nouveau et en même temps absolument pertinent ici et maintenant. Le sentiment qu'on trouve de page en page exactement ce que l'on cherchait, sans même savoir qu'on le cherchait. En tout cas, qu'on aurait pu le chercher sous cette forme inattendue, légèreté des profondeurs. Gaël Obiegli ne fait rien d'autre, cependant, que de faire confiance à la langue dans laquelle ça s'écrit, à rebours de ces langages qui s'échinent sans cesse à la conditionner, la langue, à la ramener aux normes en vigueur, serait celle du spectacle de la résistance. Tout change et rien ne change. Peut-être que ce qui nous fait vraiment défaut aujourd'hui, libre de créer comme bon nous semble, libre de commettre nos petits braquages quotidiens dans l'univers des représentations communes. Ce qui nous manque, donc, non pas à l'échelle individuelle à laquelle s'écrivent et se lisent les œuvres, mais à l'échelle médiatique et sociale où elles prennent leur envol. Ce qui nous manque, en guise de dernier clin d'œil à Nathalie Sarraute, ce sont de bonnes vieilles associations de malfaiteurs. Encore écrivons cela, j'en doute. Rien n'est plus difficile, rien n'est plus précieux que la liberté. La liberté de créer, de lire, a rarement été aussi grande qu'aujourd'hui. À chacun d'essayer de s'en saisir pour la faire vivre comme il peut. Je vous remercie. Merci à Bertrand Leclerc de cette mise au point si suggestive qui a eu le mérite aussi d'élargir le débat par rapport aux contemporains, étant donné qu'il a remonté jusqu'à Nathalie Sarraute et Aragon, ce qui n'était pas évident, notamment ces textes fondamentaux tels que Blanche ou l'oubli et Aurélien, bien sûr la préface d'Aurélien dont beaucoup d'entre nous se souviennent. Et en même temps, il a ciblé ce problème fondamental qui est celui, aujourd'hui, à plus forte raison, d'échapper aux stéréotypes dans l'expression des sentiments, cette expression des sentiments qui, elle aussi, elle non plus n'échappe pas à la contrainte des médias, à la contrainte des stéréotypes langagiers qui nous sont imposés par une certaine société, d'où la tâche de l'écrivain. Plus près du micro, peut-être. Oui. Vous entendez, oui. Voilà, donc, merci à Bertrand. Il faut que... Vous voulez que je répète? Non, j'étais en train de remercier Bertrand Leclerc pour avoir élargi le débat sur l'expression des sentiments dans la littérature contemporaine jusqu'à Nathalie Sarraute, jusqu'à Aragon, et notamment ces 2 textes fondamentaux qui sont Aurélien et sa préface et Blanche l'oubli. Évidemment,
il n'a pas manqué de cibler ce grand thème de la vérité, de l'expression des sentiments, notamment par rapport au sentimental, notamment par rapport à l'expression de la sensation, et ce qui est d'autant plus important car la littérature contemporaine n'échappe pas non plus à la contrainte des médias et d'une société où l'expression des sentiments passe souvent par l'inauthentique et l'imposé. Voilà. Et donc, d'où ce qu'il y a de salutaire dans ce rappel à certains textes, à la fois d'il y a quelques années et contemporains comme celui qu'il vient de mentionner, de rappeler et en partie de décrire. Voilà, j'espère que cette fois, ça a passé. Bon, alors, je vais donner la parole à présent à Jeanne Benhammer, qui a été professeur de lettres avant de se consacrer totalement à la littérature. Directrice de la collection d'une seule voix chez Actes Sud et de photoromans chez Thierry Magnier jusqu'à récemment. Elle a publié ses romans chez De Noël et Actes Sud. Finaliste pour le prix Murat 2005 avec Les Mains Libres, elle a reçu plusieurs prix en France, dont le prix pour Les Demeurés de Milan et pour Profane, Actes Sud 2013. Intéressée par la littérature pour la jeunesse, elle construit ses textes entre flash de mémoire et d'émotion. Je signale notamment que son autobiographie « Ça t'apprendra à vivre » a été mise en scène en 2006 par la compagnie La Poursuite. Alors, elle va nous parler de ce rapport, de ce parcours indispensable pour le roman, du plus profond de soi à la rencontre d'autrui. Un pari pour le roman. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Encore? Approchez un peu. Après, je ne bouge plus. C'est pour Comme ça, on se rend compte quand on parle. Oui, voilà. Ça va? Bon. Oui, j'ai essayé de me prêter à cet exercice difficile dont parlait Isabelle Jarry ce matin, qui consiste à parler de sa propre écriture. C'est quand même pas quelque chose d'habituel. Alors, comme vous aviez demandé avec insistance qu'il y ait une communication écrite, j'ai écrit, mais je crois que je vais l'abandonner parce que je n'aime pas être à moitié dans l'écriture, à moitié dans la parole. Ça ne me convient pas. Donc, voilà. Il y aura ce qui est écrit, puis il y aura ce qui est dit, et puis on verra bien s'il y a un hiatus entre les deux. Donc, j'ai essayé de réfléchir, c'était l'occasion pour moi de réfléchir à ce qui se passait quand j'écrivais et à la place du sujet dans la narration, y compris dans mon propre travail. Donc je suis repartie un petit peu, puisque j'ai été nourrie aussi par le nouveau roman, je suis repartie de ce côté-là, ça c'est les études universitaires, et je me suis dit que dans le fond, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait eu un séisme dans les consciences et que quelque part la littérature a frémi de ce séisme-là devant l'horreur qu'on a vu se déployer dans cette Deuxième Guerre mondiale, devant le fait que le sujet s'est retrouvé impuissant, et peut-être est-ce que c'est là qu'a commencé la société du spectacle, dans le fond, c'est-à-dire un sujet qui est mis face à l'horreur et qui ne peut pas agir sur l'horreur. J'ai pensé à des gens comme Hyvernaud. Si certains parmi vous ont lu La peau et les os, moi, Hyvernaud, c'est un grand chéri. Et Hyvernaud a été balayé quand ces textes sont sortis, juste à l'après-guerre. La peau et les os est un texte qui a été vraiment balayé. C'est un très court texte où le sujet essaie vraiment, l'homme qu'il a été, essaie vraiment de se remettre face à cette horreur et de la dire. Et de dire le sentiment d'horreur pétrifiée et comment il n'arrive plus à vivre au quotidien avec les autres. C'est un sujet médusé, dans le fond, qui est dit là.
mais qui essaie encore d'agir. Hivernaux, La peau et les os, les carnets d'Oflag, le wagon à vache, tout ça s'est passé inaperçu et il a arrêté. Il a arrêté d'écrire, ce qui est quand même, je trouve, emblématique de quelque chose. Arrive le nouveau roman, et le nouveau roman, c'est le sujet qui finalement se met de côté un peu par rapport au monde. Moi, c'est comme ça que je le ressens en tant que lectrice. C'est-à-dire que le sujet ne se permet plus le sentiment par rapport au monde, puisque l'action, quelque part, on n'arrive plus à en avoir la responsabilité. On regarde le monde autrement. Il y a quelque chose de phénoménologique dans le nouveau roman, que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les choses, les gens, ce qui se passe, on ne peut qu'en donner ce qui se donne à voir, ce qui se donne à entendre. Barthes en a très bien parlé aussi. Par contre, l'opaque qui est au fond, on essaie d'en approcher par cette écriture qui a l'air d'être une écriture de surface. Pour moi, le sujet, il est toujours présent là, mais c'est ce sujet médusé qui finalement se met à la même place que l'objet face au monde. Je me suis dit que j'étais héritière aussi de mes aînés, et de tout ça, on n'écrit pas de rien, et donc forcément, ce que j'écris, ça vient de quelque part, et ça vient de ces lectures et de ce sentiment-là. Je l'écris dans Ça t'apprendra à vivre, que je ne revendique pas du tout comme une autobiographie, parce que je pense que ça n'existe pas, l'autobiographie. Je crois qu'à partir du moment où on écrit quelque chose, on est déjà ailleurs, on est déjà dans la fiction de toute façon, mais c'est effectivement quelque chose qui retrace des choses dont je suis moi-même le matériau. J'ai été confrontée très petite à cette horreur du monde dans une autre guerre, et je pense qu'il m'en est resté quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui est aussi au travail dans mon écriture. Donc je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait, c'était le mouvement du sujet vers l'opaque à l'intérieur de lui-même. Comme si pour rejoindre le monde, on n'avait pas d'autre choix que d'aller voir à l'intérieur de soi jusqu'au plus profond. Et c'est ce que j'appelle le sentiment de l'intime, qui est un superlatif. Donc on essaie d'aller au plus profond. Ça veut dire aussi que dans ce mouvement-là, le mouvement que j'ai appelé de moi à soi, on va abandonner tout ce qui était de l'ordre du savoir. Dans le texte de Les Demeurés, où je mets en scène une mère et une fille, il y a ce côté, grande différence entre la connaissance et le savoir, et mes personnages sont du côté de la connaissance, pas du côté du savoir. Il y a une sorte de mise en place d'ignorance qui permet d'aller au plus profond de soi. Il faut se débarrasser de toutes les strates psychologisantes, donc on se débarrasse aussi des sentiments habituels pour pouvoir aller jusqu'au plus profond. Le mieux, c'est quand même que je vous lise des choses, puisqu'on est un peu là pour ça. Donc je vous lis un extrait de Laver les ombres, où le personnage de Léa est en train d'écouter ce que dit sa mère. Sa mère lui raconte sa propre histoire, Romilda, qui est une histoire assez terrible. Et peu importe l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, ça n'a aucun intérêt. Si vous avez envie de le lire, ben voilà, vous irez. Par contre, peut-être quelque chose de la langue, parce que c'est quand même là-dessus qu'on travaille, peut dire ce trajet. Quelque chose s'est mis en marche, les mots depuis le temps. La voix est basse, accordée au vent qui arrache les branches, soulève la terre du jardin autour de la maison, pourrait tout emporter, un tourbillon par en dessous. On ne se rend pas compte. Le corps de Léa est prêt à bondir, retenir les choses qui s'envoleraient, couvrir le corps de la mer si les choses s'écroulaient, des images vues à la télévision, des typhons, des cyclones. Elle s'occupe la tête, toute la tête. Elle ne veut pas entendre. Mais les mots de la mer obligent. C'est comme si maintenant Léa marchait au bord d'un gouffre.
Elle a voulu savoir. Elle est venue jusqu'ici pour savoir. Voilà. Et ça s'effrite, ça s'éboule. Où poser le pied maintenant? Il faut marcher dans les mots de la mer, là, dans la cuisine, à l'intérieur. Autour, il n'y a plus rien. Aveuglée, Léa, plus de paupières. Les mots de la mer crachent la lumière, crue. Les corps disparaissent. Juste la voix de la mer dans cette cuisine, une voix venue d'où? Quelque chose d'opaque qui jamais ne devrait s'articuler. Léa est paralysée, rien ne la protège plus. Une énonciation du sang, ça existe. 2 vers appris à l'école s'imposent sans qu'elle y puisse rien. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Léa s'encorde aux mots, il faut résister. Elle se sent suspendue en l'air, contre la paroi d'une falaise. Un mot, sorti de la bouche de la mer, menace tout. C'est ce qui se conçoit bien, concevoir. Léa n'y arrive plus. Le verbe a beau être là dans sa tête, abrupt, concevoir. Concevoir ce que la mer raconte, elle ne peut pas, c'est impossible. C'est le même mot pour dire ce que font les pères et les mères. Ils conçoivent les enfants. Elle a été conçue, forcément. À l'intérieur de sa poitrine, des branches volent, des arbres sont arrachés à la terre, racines à l'air. Il n'y a plus de père possible. C'est tout. Voilà, ça c'est le moment où le personnage accepte de descendre vers cette part de soi, qui est la part opaque, donc on laisse tout. Ça se passe souvent, j'ai remarqué ça dans ce que j'écris, à travers forcément une crise. Là, c'est mère-fille. La crise, ça peut être perdre son travail dans les insurrections singulières, et le personnage va se retrouver seul avec lui-même, et il va aussi faire cette plongée vers le soi. Soit c'est un pronom réfléchi, c'est ça qui est intéressant, c'est ce que la grammaire nous apprend, et à partir de là, il me semble qu'on a le socle pour pouvoir aller vers autrui. Mais pour faire cette descente, il faut accepter le vertige de la perte, de perdre les repères d'espace. Souvent, le personnage est égaré, c'est souvent le lieu des errements, une errance comme ça qui s'inscrit. Perdre aussi les rapports avec le temps. Les repères temporels se perdent aussi. On ne peut plus faire ça avec le temps des horloges. Donc arrive à ce moment-là ce qui serait convenu d'appeler le temps mort, ce qu'on appelle les temps morts, ces temps où en apparence il ne se passe rien. Les personnages qui sont dans ce que j'écris acceptent ce temps mort à un moment où il semble qu'ils aient tout lâché de leur vie et où quelque chose va peut-être venir, mais dans le fond on ne sait pas. Et c'est là où l'introspection laisse la place finalement à l'aventure. On n'est plus dans l'introspection psychologique de ce qu'on ressent, on est dans véritablement une aventure qui passe par l'éprouvé du corps, qui est vertigineuse, et qui est une aventure où quelque part on va retrouver ce qui m'intéresse finalement, je crois, le plus quand je travaille, c'est retrouver cet état d'infance, l'état d'enfance, mais au sens premier du terme. Celui qui ne parle pas, celui qui n'est pas encore entré dans l'alphabet, c'est-à-dire le moment où finalement, pour appréhender le monde, on avait notre corps et nos perceptions, et uniquement ça. Alors c'est une gageure, mais moi je me suis rendu compte que c'était ça qui m'intéressait le plus dans le travail, c'était de réussir à toucher cet endroit-là où le monde s'appréhende de cette façon-là, c'est-à-dire sans les mots. Donc c'est le plus souvent un moment où dans les romans que j'écris, le silence a une part très forte. Il y a très peu de dialogue dans ce que je fais, j'ai remarqué, il y a du monologue intérieur, et il va y avoir beaucoup de silence quand les gens se rencontrent, parce qu'ils se rencontrent sur ce territoire de l'infance qui est celui qui a laissé tomber le discours. Donc je vous donne une autre petite lecture.
Dans la tête d'Octave Lassalle, ça c'est un extrait de Profane, le dernier roman, résonnent les 3 mots qu'il lançait à son équipe à la clinique rituellement avant d'opérer. On y va. Le Y au milieu du on va, c'était le lieu inconnu. Personne, même pas lui, n'aurait pu désigner plus précisément ce que cet adverbe d'une seule lettre pointait comme cap à tenir. Mais on y allait. Octave Lassalle imagine la lettre comme un arbre planté. Ils sont tous les 4 face à l'ouverture. Ils doivent avoir peur, naturellement. Quelque chose en eux remue et se prépare. Ils n'ont pas envie de fuir. Ils avaient choisi déjà, sans le savoir. Ils avaient lu l'annonce. Maintenant, quelque chose de l'annonce va avoir lieu, et aucun d'eux ne sait quoi. La vie va ouvrir ses flancs comme un cargo qui se couche. Il va falloir faire route nouvelle, sans protection. La peur du désastre fait partie de l'aventure. On peut sauver ou ruiner toute une vie quand on prend le risque. Le vieil homme pense « Moi, je l'ai pris. Eux aussi. Est-ce que la vie n'est pas la seule louve à faire entrer dans la bergerie ?» Donc voilà, là, c'est un personnage un peu démiurge qui va entraîner les autres à faire cette plongée de moi à soi. Quand tout est arasé et quand on arrive sur ce territoire que j'appelle soi, alors peut avoir lieu la rencontre avec l'autre. C'est, je me rends compte, ce mouvement-là qui m'intéresse dans le roman et dans le fond, toutes les histoires que je peux inventer ne m'intéressent que dans la mesure où elles sont l'infrastructure qui guette ce mouvement-là. Le mouvement de moi à soi, et puis cette réversion. C'est-à-dire que quand on atteint l'intime, il y a un moment de bascule où en fait, tout notre être peut s'ouvrir à l'autre. C'est parce qu'on a atteint ce point intime qu'on peut s'ouvrir à l'autre. Il y a un essai qui est paru au mois de février ou de mars, je crois, de cette année, de François Julien, qui s'appelle « De l'intime, loin du bruyant amour ». Et j'avais vraiment la sensation que ce qu'il écrivait, c'était ce que j'essayais de faire dans les romans. C'est une libraire qui m'avait invitée pour Profane, qui m'a mis ça dans les mains en disant « mais lis ça parce que c'est ce que tu fais ». Et effectivement, j'ai trouvé beaucoup de résonance dans ce travail-là, et j'ai beaucoup aimé ce que François Julien peut dire à ce moment-là. Donc il y a ce moment de bascule où l'intime le plus profond va nous mener à autrui, contrairement à tout ce qu'on peut penser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfermement à l'intérieur de soi, ce qui serait un égocentrisme, un narcissisme fou. Il va y avoir au contraire ce moment où tout peut s'ouvrir à l'autre, dans quelque chose de nouveau. Et c'est véritablement la rencontre avec autrui. Pour ça, il faut que les peurs soient tombées, et la plus grande peur, qui est la peur de l'opaque à l'intérieur de soi, on projette sur autrui, bien sûr. C'est ce matin, c'est Matteo Majorano, je crois, qui a dit qu'il y avait le sentiment de peur, et que souvent il y avait haine, amour. Devant peur, on ne voyait pas trop ce qu'on mettait. Vous avez mis sécurité, moi je mettrais confiance. Voilà, qui est l'envers de la peur. Mais pour ça, il faut avoir accepté de traverser la peur. Et donc, c'est ce passage étroit que je vois finalement dans tous les romans que j'écris. Donc finalement, il suffit d'en lire un, après c'est plus la peine, tous les autres c'est pareil, ça économise du temps, et voilà. Donc il y a ce boulet étroit, et après il y a l'ouverture à autrui. Je vous lis un petit passage de l'ouverture à autrui. L'ouverture à autrui, elle peut se faire pas seulement dans l'amour, mais aussi dans un amour bien plus vaste, qui peut être la rencontre avec son semblable. Pour moi, quand on arrive à ça, on est vraiment un semblable parmi ses semblables. C'est ce qui arrive au personnage dont je ne m'occupe pas. Je vous lis ce moment, c'est le moment où une femme peintre dans Profane atteint ce moment de réversibilité par son travail solitaire sur la photographie d'une jeune fille
Une commande lui a été passée par Octave Lassalle, elle doit en faire le portrait. Elle reste longtemps, le regard posé sur la photographie, plus rien d'autre entre elle et la jeune fille souriant dans le soleil. Peu à peu, elle sent qu'elle entre dans un espace inconnu. C'est étrange, un territoire que rien ne matérialise, si ce n'est la conscience du face-à-face, silencieux, intense. Alors, elle sur qui le regard de Claire ne s'est jamais posé, ne se posera jamais, se sent scrutée. Pour la première fois, elle sent le regard de Claire. Entre leurs deux regards, l'immensité qui s'ouvre. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus ni début ni fin. Il faut avancer sans repère. C'est comme dans le désert ou dans la neige quand toute marque est abolie. Les deux regards se croisent, c'est tout. Cette nuit, Claire et elle sont des semblables. Le temps n'a aucune prise. Il n'y a plus que deux êtres humains voués de toute façon à la même échéance. Un peu plus tôt, un peu plus tard, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'aucun vivant n'ignore que sa vie aura une fin. Hélène fait l'expérience de tout son être, que c'est cela profondément, être semblable. Elle a la sensation d'être parvenue à un fondement. Donc voilà, à partir de là, quelque chose peut se passer pour les personnages. À partir du moment où il y a eu ce retour vers soi, cette ouverture à autrui, peut alors arriver une liberté nouvelle, une petite liberté. Je pense qu'on a très peu de liberté, mais qu'au moins on a cette petite liberté-là de pouvoir inventer. Bertrand en parlait, il y a quelque chose de l'invention de ce que peut être la vie, débarrasser un peu de la peur, de l'opaque, qui est aussi bien en nous que dans autrui. Il y a une acceptation de l'opaque. Et dans ce cas-là, on peut effectivement entrer dans l'aventure de façon nouvelle, dans l'aventure de vie. C'est souvent comme ça que dans ce que j'écris, les choses se passent d'un point de vue narratif. Hélène a parlé à son amant, elle lui a expliqué en détail son travail avec le portrait. Elle lui a parlé du regard qui avait croisé le sien pendant la nuit, de ce bonheur infini de se sentir semblable, ce sentiment qui dépasse l'appartenance au temps, à l'espace. Elle avait dit quelque chose de fort qui est au fond de chacun, le sacré peut-être. Il avait dit « tu t'aventures ». Oui, elle s'aventure, dans quelque chose qui dépasse son corps et l'englobe à la fois, qui lui fait rejoindre tous les autres, et elle aime ça. C'est ce qu'elle a toujours voulu. Elle marche sans s'arrêter, c'est une nuit pour ça. Ces pas qui vont s'inscrire sur les pas invisibles des autres, tous les autres dans la ville, qui marchent, pensent, pleurent ou s'embrassent de joie. Elle a besoin d'éprouver à nouveau la force qui l'a pénétrée la nuit précédente face à la photographie, la force d'être semblable. Donc voilà, elle, c'est un personnage qui va finalement s'ouvrir à une autre dimension de ce qu'elle peint, à travers ce passage par l'aventure au plus intime et vers autrui. Voilà, ça c'est ce qui se passe un peu dans chaque roman, et je me rends compte que c'est ce qui m'intéresse. Écrire des histoires, ça ne m'intéresse pas. Ça, je m'en suis rendu compte aussi. Donc, l'histoire, c'est l'infrastructure de ce mouvement-là qui me porte. Ce matin, c'est Alexis Génie, je crois, qui a dit que c'était une façon de vivre, l'écriture. Je crois que vous avez dit quelque chose comme ça. Moi, c'est quelque chose que je sens depuis tout le temps, et c'est la seule façon que j'ai. Pas trop le choix dans l'affaire. Donc voilà. Je pense que je vous ai sûrement pas dit tout ce qu'il y avait là-dedans, mais ça n'a pas d'importance, parce que je pense qu'on ne peut pas tout dire. En conclusion, juste, on m'a souvent posé la question de la poésie et de l'écriture narrative. L'acte poétique, c'est ce qui mène mon travail, ça je le sais depuis longtemps. Ça peut prendre la forme du poème. Dans ce cas-là, voilà, c'est des poèmes qui sont publiés. Ça peut aussi se glisser dans le roman. Je me suis demandé ce qui se passait dans un cas comme dans l'autre, et dans les deux, ce que je vois, c'est qu'il s'agit à chaque fois toujours de ce mouvement de mettre à la lumière
quelque chose qui est dans les soubassements et dont on ne peut pas avoir une conscience claire. À chaque fois, l'écriture, c'est ce qui va permettre d'aller vers un peu de lumière. Dans le poème, le mouvement est vraiment vertical, c'est-à-dire que le mot vient, c'est une fulgurance, c'est un mouvement vertical, ça ne s'explicite pas, et ça se donne comme ça quand je travaille. C'est des fulgurances. Dans le travail du roman, c'est une autre affaire, ça va vers la lumière, mais c'est une élucidation. C'est vraiment du pas à pas, et c'est un travail horizontal. Et c'est un travail que je découvre, et dans lequel j'ai beaucoup de plaisir et d'aventure, en fait. Donc voilà, il y a un travail vertical, il y a un travail horizontal aussi, c'est ce que je sens. Et en conclusion, je me rends compte que dans mes romans, souvent, je pourrais dire que ça commence comme une tragédie. On a l'impression que tout est verrouillé, que les personnages sont pris dans un destin assez terrible, c'est le fatum, tout est cadré et il y a quelque chose de terrible dans leur vie qui les oppresse. Et en fait, arrivé à la fin du roman, on est passé de la tragédie au drame. Si on s'appuie sur le théâtre, c'est-à-dire qu'on a quitté le fatum, on a gagné un tout petit peu de liberté, on va pouvoir être davantage responsable de ses heures et malheurs dans la vie. Voilà, je pense que si j'ai accepté de venir, c'était pour réfléchir. Donc, merci d'avoir écouté cette réflexion. Et c'était sûrement aussi parce que ma mère est italienne et que je ne parle pas sa langue, que je la lis seulement, que j'ai ce rapport étrange à la langue italienne. Donc, dans mon cheminement vers l'appropriation de l'italien, parce que quand même j'y arriverai un jour, je pense que Bari était une étape. Donc, voilà, merci. Merci Jeanne Benalla de nous avoir menés dans ce chemin si particulier. Vous nous avez fait revivre ce parcours. Vous n'êtes pas borné à le décrire, mais on vous a suivi grâce à ce moment si suggestif d'immersion et d'ascension, pour ainsi dire, de plongée et de réversion, comme vous l'avez appelé. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous parlez d'un retour à l'état d'infance, au moment où on n'avait que notre corps, au-delà des mots, mais en même temps, vous utilisez les mots. Mais ce n'est pas un reproche, c'est au contraire, bien au contraire. C'est aller jusqu'au bout, finalement, des possibilités de l'expression. Merci beaucoup. Merci. Ce moment si intense. Bon, alors nous allons entendre Sylvie Goutte-Baron, qui vit entre Paris et la Savoie, qui a été directrice d'une manifestation particulièrement importante et fascinante, le Festival du premier roman de Chambéry, qu'elle a dirigé pendant 8 ans. Et depuis 2005, elle dirige la Maison des écrivains de Paris. À propos de poèmes, elle a publié 2 recueils, notamment chez les éditions du Mercier, Comme en l'image en 2000 et Une âme qui, prix Hélicon 2004. Et bon, on va l'entendre dans son exposé Lichen. Merci. Lichen. Je ne sais pas où est Nicole Caligaris. C'est Liren, donc c'est Lichen en effet. Lichen, mais j'ai changé le titre en fait. C'est Lichen ou La vie en rose. Je ne savais pas comment répondre à cela, à cette invitation, alors j'ai fait ça que je vous livre ou vous délivre, et préalablement ceci. Quand je me déclare moi-même l'agent de mes vers, cela ne veut pas dire moi, mais un être supposé. Emily Dickinson. D'où vient-on lorsque l'on est appelé à diriger une maison des écrivains et de la littérature, sinon d'un pays qui n'existe pas, comme l'écrivait la poétesse finlandaise Edith Södergran. Et une fois là,
comment s'emploie-t-on à faire alliance sans faire allégeance? Comment fait-on jouer la passion pour les lettres qui tenaillent avec un impératif que la littérature aimée rencontre les lecteurs qu'elle doit convaincre et bouleverser parce que celle qu'on va lui présenter est à la hauteur de ce qu'il n'attendait pas, surtout celle qu'il n'attendait pas et qui aura, à l'entendre, à la dire, déplacé quelque chose irréversiblement dans leur vie. Quelles combinaisons sont-elles mises en place? Des associations singulières entrent alors en jeu, favorisant la multiplicité des possibles. Ici et là, nous créons donc poétiquement un espace où le sentiment et la pensée se rejoignent en la parole que l'on veut inouïe d'un auteur. Toutes les formes sont cherchées, aucune a priori n'est écartée, et nous inventons. Mais le premier souci, celui à l'origine, est d'une juste médiation. Ainsi, nous l'espérons, la littérature pourra nous rendre joyeusement la délicate attention que nous lui portons et subversivement parlera encore et toujours, le dépliant en tous sens, du sentiment jusqu'à ce qu'il cède. Commençons, ou plutôt tentons une approche. Il n'y aura rien d'objectif là-dedans, du subjectif à l'état pur. Dans son étrange journal, Kathleen Raine écrit « La lande était admirable où chaque bruyère, chaque brin de thym, chaque lichen gris, chaque sauterelle verte atteignait à l'apogée de la perfection. » Je continue. Proust, repris par Jean Roudot. On sentait seulement qu'il existe chez les hommes, comme dans le règne végétal, les mousses, les lichens et tant d'autres, des espèces qui ne changent pas à l'approche de l'hiver. Pourquoi ces phrases et pourquoi chercher ainsi le lichen comme un trésor, une clé? Voudrais-je en venir à l'inné, à sa mousse douce qui ne s'affaisse pas mollement quand on se couche dessus, au l'inné en Laponie de Laurin Niedecker, au lichen d'Antoine Emaz? Ai-je besoin de tant de protection pour avancer, plus nue moi-même dans ma voie? Et quel rapport avec mon métier si c'en est un? Et enfin, quel rapport avec le sentiment en littérature? Si je le savais, peut-être n'aurais-je pas à chercher le sens de ce que je fais, peut-être donc ne le ferais-je pas, sûrement je ne le ferais pas. Dans un entretien qu'il accorde à Alan Karoff et Claude Namer pour un documentaire de 1984 au titre éponyme, Cortázar parle d'une constellation sentimentale pour dire qu'il ne parvient pas à évoquer Paris, que dire ce que représente Paris pour lui à cet instant est impossible, qu'il ne peut le dire qu'en écrivant, cependant qu'il le dit à la perfection tout de même, sans pour autant que cela paraisse comme une formule de rhétorique, une prétérition de posture. Non, Cortázar est poète, il est sincère. Mon travail est lié à ma vie, je reprends donc la vie et le travail, et j'en fais quelque chose dans ma propre constellation, sûrement sentimentale. Mon approche de la littérature ressemble à cela. Quand je l'embrasse vraiment. Je fais se rejoindre des points étoilés pour dessiner quelques figures qui doivent ne ressembler à rien de commun, dont les liens sensibles à moi seule deviennent des conjonctions plausibles. Diriger, c'est faire choix. C'est ma passion pour elle qui m'a probablement menée directement ici aujourd'hui à Paris, ce dont je remercie les organisateurs de ce colloque, Mathéo, Marie-Thérèse et leur équipe. Je les remercie d'autant plus que le titre donné à ces journées de réflexion, La ronde des sentiments, est emprunté, j'imagine, à La ronde de Schnitzler et son adaptation par Max Ophuls, avec son meneur de jeu inoubliable Anton Walbrock. Je suis amoureuse d'Anton Walbrock. Est-ce un hasard si nos prochains enjeux ont pour intitulé Point de vue? Certainement pas. C'est à cause du jeu. Disant cela, j'ai déjà posé quelques cartes et je suis entrée dans le mien de jeu qui, de personnel, doit être rendu public, avec l'argent public. Je suis donc responsable, sentimentale et responsable. Le titre des enjeux dont je parlerai tout à l'heure, inventé avec Dominique Viard il y a 7 ans, vient de conversations avec Robert Bobert sur Pérec, notamment lorsque nous évoquions son travail sur la rue Villain. Robert me parle souvent de Schnitzler, et de Harpeau aussi, mais c'est une autre histoire. Car oui, cela fonctionne ainsi, par capillarité, par sédimentation d'idées, souvent d'idées fixes, de petites obsessions personnelles qui dégagent quelque chose de plus général, créant des liens, des passerelles entre éléments qui ne devaient pas forcément se rencontrer. Approche sinon impressionniste, surréaliste certainement. Je travaille comme je lis pour vérifier, et je joue, en effet, je me dédouble, je rêve que je suis Bettina Brentano, dont Albert Béguin écrit que, sans manquer d'être sincère, elle déverse dans les instants les plus sérieux une immense part de jeu. J'ai le droit, je le prends. Les rencontres sont un principe actif. Certaines sont déterminantes dans la vie et dans le texte, dans ce qui de l'un à l'autre se déploie, affinités électives comme notes en bas de page qui inventent une bibliothèque intérieure, comme le dirait Brian Stock, et des manières de penser, voire d'imaginer. Elles infléchissent, gonflent des voiles dans le sens d'un vent que l'on ne s'attendait pas forcément à recevoir de face.
Erreurs et coïncidences sont aussi des points d'achoppement où s'originent de nouvelles destinations. De tout cela, il faut faire quelque chose. Vous dois-je ici un récit autobiographique, un poème kaléidoscopique, raconté, je ne sais pas autrement que par enlacement de bribes, entassement de rebuts, déchets, reliefs, fragments, citations, jusqu'à saturation. Je glisserai même un hippocampe feuille, des oursins, les poissons des récifs coralliens parlant en couleurs, l'oiseau brin d'herbe de Deleuze, le livre sur l'histoire de la tâche d'Alexandre Cosins, les ours de Tozzi, Reverdy et Chandy, etc., etc., etc. Bien, je reprends. Le mot lichen a bien une fonction motrice. Son et forme m'ont frappé petite quand je mangeais des chocolats, tout comme le mot velours. J'en collais à l'envi dans mon cahier d'observation avec soin et plus qu'il n'en fallait. La page ne ferma plus, elle devint page Pandore. Le roseau est un réseau de pensées convergentes, d'alliances dont on ne devrait rêver qu'en rêve et qu'il faut rendre réelles. Ainsi, je me vouais à la littérature. À la Maison des écrivains, nous inventons des ponts, nous voulons rendre les choses possibles. Nous assemblons jusqu'au dissemblable pour créer quelque chose de radicalement neuf. Nous sommes en mission. Nos programmes sont des tapis. Nous y cachons des images entières ou brisées, tissées de patientes observations de textes, passés et présents. Parlant avec les uns de leurs désirs, nous cherchons chez les autres des échos, des résonances sensibles pour créer l'espace de l'éclosion. Et ensemble, nous produisons un nouveau sens, toujours en quête, jamais dans la satisfaction d'une résolution impensable. La maison est un nid, elle accueille et fabrique. Dedans, chacun met de son cœur, de son esprit, ce qui n'est pas forcément antinomique, de sa sensibilité et s'obstine. Nous venons des lettres, nous en gardons le goût. Ce commerce nous va, bien, nous sommes des humains en forme de carrefour, lieu de la trivialité aussi. Nous mettons en scène le tramé de nos échanges et nous voulons donner à entendre le meilleur. Nous diffusons et transmettons, nous sommes des émetteurs. Les enjeux, ces rencontres imaginées il y a quelques années, que je mentionnais plus haut avant d'y revenir, sont d'excellents vecteurs de notre manière. Il s'agit là d'une réflexion collective. Nous mettons en commun nos subjectivités, nos connaissances, et nous organisons le tout selon un sujet que nous nous sommes donné, que nous prétendons intéressant pour les écrivains, les chercheurs, les auditeurs. Dans ce contexte, comme dans d'autres, nous privilégions la fonction critique et permettons à deux champs qui se rencontrent rarement, la presse et l'université, deux champs de la recherche, de partager l'enjeu en question dans une mutualisation des préoccupations enrichissantes. Nous poursuivrons l'aventure fin janvier. D'élitisme pas. Pierre Dumayel disait « Il ne concevait pas que quelque chose qui l'intéressait, lui, ne puisse pas intéresser autrui. » Tout le contraire donc, une devise. Je suis une lectrice sentimentale, mais je ne retiens rien, je note, je copie, je scribouille, et ça se transforme. Il y a eu Joé, François, Jean-Pierre et les autres. Et le bleu adorable, duquel on ne sort pas, j'y reste, j'y tiens. Je dessine une géographie amoureuse à ma façon, je cherche la formule ou la pièce manquante, comme si je cherchais le livre secret que j'aurais égaré s'il avait jamais existé. Je compose. C'est un voyage divers, très personnel, de la sorte, mettre en relation et ainsi créer quelque chose. Une rencontre peut donner essor à une idée volatile et donner lieu à un projet. Ainsi, de notre action au musée Albert Kahn depuis 2 ans et de tant d'autres qui se sont produites en lisant, en parlant, en croisant des fils. Il faut être chambre de résonance, s'attacher à surprendre l'écho. Cependant, c'est une nouvelle syntaxe de la rencontre que nous voulons. Non pas un joli discours bien poli et si lisse que lassant, mais une conversation en défaut, avec silence, retenue, échappée, tremblement, gesticulation verbale incarnée pour une fois. Une seule fois. Oui, il y a la reproduction, la production multiple du même, nous le savons. Mais ce n'est pas ce que nous cherchons à faire avec la littérature. Comment serait-il possible de reproduire un événement advenu une fois dans la pensée, à travers l'histoire d'une langue, de l'aventure risquée d'un écrivain dans l'écriture? Ici, j'aborde, en faisant comme sinon, une autre question, celle de l'événement en littérature, du spectaculaire dans les lettres. L'endroit où est entrée l'ingénierie culturelle, ce que Michel de Guy dit et dénonce si bien, n'est pas le nôtre. Nous y résistons, car sans attraction autre qu'une visibilité factice, de façade, et sans envers. Or, c'est l'envers des mots que nous cherchons, pas celui du décor. Pour nous, pas de langue autre que fouillée, foyer, rendue à sa plus grande liberté dans l'instant de son énonciation. Ce que nous produisons avec les écrivains, ce n'est pas un produit, c'est ce qui reste. Et ça ne tourne pas en rond. C'est, une fois pour toutes, rien qui ne soit chaotique, déconcertant, décadré. C'est dans cette exigence que nous œuvrons. Ainsi, chaque fois qu'un écrivain accepte de rendre compte de son travail, où que ce soit à travers nos programmes, notre programmation publique,
Nous veillons à ce qu'il soit invité à prendre parole, à la saisir pour ne pas la rendre comme il se devrait communément. C'est un contrat, le nôtre, une ambition que nous voulons tenir pour de vrai. Le questionnement porté à la littérature nous importe, nous sommes vigilants. De sa qualité dépendra la parole. Nous cherchons le point aveugle, nous voulons d'une certaine manière l'ivresse du sens, un moment où nous ne sommes plus certains d'avoir compris, où l'auteur lui-même ne sait pas qu'il a pu écrire cela, est dans le flou labyrinthe de sa mémoire créatrice, a oublié sinon l'intention, du moins ce qu'il en résulte et comment. C'était la méthode d'un homme que j'aimais beaucoup, le voici, je ne sais pas où est Salvador, mais ce serait le moment, mon sauveur, où est-il? Là. Je voudrais, évidemment, je parle d'amour, et j'aimais beaucoup Pierre Dumayet, qui est mort l'année dernière. Je voudrais juste vous montrer 3 minutes de sa manière à lui, qui est pour moi exemplaire du questionnement à la littérature. Il s'entretient avec, pour faire plaisir à Nicole Caligaris, Marguerite Duras. Mais ce qu'elle dit, elle est absolument géniale, et elle le dit génialement parce que c'est lui qui lui pose la question. J'ai l'autorisation de Robert Robert. Avez-vous quelque chose à ajouter? Aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? C'est un certain une femme. Il ne faut pas passer à l'autre. Il faut le passer aussi aux gens de la fausse. Parce que dans aucun article, il y a beaucoup d'études. On n'a jamais dit comme ça. Donc, je me suis dit, comme si vous me pétiez. Je me suis dit qu'on écrivait toujours sur le corps mort du monde et de même sur le corps mort de l'amour. Que c'était dans les états d'absence que l'écrit sans doute fait pour ne remplacer rien de ce qui avait été vécu ou supposé d'avoir été, mais pour en consigner le désert à lui laisser. Est-ce que ça éclaire bien sur l'écriture? Moi, oui. Elle a presque rien. Quand j'avais fait mon livre-là, réellement, il passe passer une fois. Une fois en réalité, une fois dans un livre. Mais il faut quand même qu'il y ait lieu pour que le livre soit apte à en rendre compte. Mais l'événement lui-même, il est invisible par le livre. Ce n'est jamais écrit. Mais le livre plaisira, c'est que très vite, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit a remplacé ce qui est écrit. Merci, Salvador. Oui, j'aime beaucoup ce moment et Pierre Dumayet m'avait raconté qu'en effet, Marguerite Duras voulait absolument revoir l'entretien qu'elle avait eu avec lui, donc pour le ravissement de l'Olvestein. Et ce qu'a fait Robert Robert dans ce document qui s'appelle Relecture pour tous, qui rend hommage à Pierre Dumayet, vous avez vu, il a mis en abîme Pierre Dumayet, se revoyant avec Marguerite Duras, se revoyant. Voilà, et c'est un très beau travail de réalisation et sentimental. Dans l'écriture qui m'occupe parallèlement, ça va, je peux continuer encore 5 minutes, Ouais. même pas?
Dans l'écriture qui m'occupe parallèlement et qui se noue à mes activités, je fais disjoindre. Je l'écris, je ne comprends rien au joint, à la jointure, à la logique, à ce qui sert, à ce qui se pratique. Je fais abstraction. Là, une anecdote, j'avais écrit un poème qui, en fait, pour moi, s'appelait « Jeu de l'esprit », qui a été publié chez Stock, et c'est Philippe Claudel qui l'a publié un jour. Il m'a dit « Le titre, ça va pas du tout ». Donc ça s'appelait « Jeu de l'esprit » pour moi, et c'est devenu « Du corps ». Je fais défaut aussi. J'aime que la langue ainsi défaille et aborde avec douceur un brin de l'ironie, pour rééquilibrer le trop. L'amour, la poésie ne se donnent pas aisément. Le sentiment y est passible de sentimentalisme et de mièvre-miette. Parce qu'évidemment, nous nous adressons, je m'adresse, bin ich du, wenn ich bin, allez savoir. Et je ne veux pas qu'au jeu nous soyons reconnus. Comme l'écrit Suzanne Doppelt, mieux vaut que quelque chose cloche. Et ça devient une famille sensible. Je me demande parfois si j'entrerais plus aisément dans la maison si je lisais les objectivistes américains, par exemple. Écrivant cela, je sais que je réponds à une inquiétude, celle d'écrire sur l'amour, par amour, mais en exposant trop ce qu'il est. Et le couperet tombe à raison. Il faut par conséquent creuser ailleurs, au détour de toutes ces variations. Il faut regarder du beau côté de Rosemary Waldrop, par exemple. Rosemary Waldrop et Keith Waldrop. On dit Keith et Rosemary Waldrop d'ailleurs. Difficile d'imaginer l'un sans que l'autre ne soit proche, même si caché dans le texte. Chacun faisant œuvre à part entière, égale. En amour l'un de l'autre, drôlement attachés. Poésie dialogique pour Rosemary Waldrop, dont Marie Borel, poète également, qui l'a traduit, évoquant le triptyque La revanche de la pelouse, écrit « Trilogie désordonnée de la pensée et du sentiment, de la pensée qui se manifeste comme sentiment. Les poèmes sont tous dialogiques. Ils tendent, à travers un écart synaptique, et souvent drôle, vers un possible « tu »,« you », si bien qu'il puisse s'agir en rhétorique d'un autre point de vue du même esprit. Si le « je » domine dans les 2 premiers volumes, le 3e donne un espace égal de voix et de hasard. Les voix se croisent, la part belle est donnée au « je » et au « tu », mais dans le 3e volume, ces 2 pronoms donnent naissance consciemment ou inconsciemment à une voix tierce, dans quoi l'auteur a permis au hasard de se fondre. Bien d'autres savent aussi comment se jouer du sentiment pour le meilleur et ont trouvé pour eux des solutions pour faire avancer la littérature qui avance, pour que nous soyons dans ce courant-là. Ainsi, je vais vers l'ironie, du moins je tente, assez joyeusement d'ailleurs, c'est-à-dire une inflexion qui déplace ma joie vers elle, pour que cela se passe mieux à lire. Cela change-t-il quelque chose dans le fond? Je ne le pense pas. La sensibilité est toujours là, la beauté est toujours immense, toujours romantiquement vive, et sérieusement teintée de gris, de noir, de blanc, comme il faut. Il y a des lacs, des forêts, des loups, des tas de bêtes et d'humains sauvages et polis aussi, qui vivent et meurent, mais tout cela côtoie l'infiniment petit, le minuscule, et tout ce qui reste après un vrai naufrage, comme on se le représente en regardant le Saint-Georges du Carpaccio à Venise par exemple, mais pas seulement ce naufrage-là, tout ce qui depuis a ruiné le monde. Le sentiment est fort, ravageur, violent même dans l'expression de sa douceur. À défaut de cela, à quoi bon le dire? Soyons spirituels, tenons salon, jouons de nos amours comme de nos éventails, brisons la circonstance. Écrivant cela, je pense à la magnifique déclaration d'amour au siècle des Lumières de Marianne Alphand dans son dernier livre, Ces choses-là. Soyons donc littérairement et sentimentalement avertis, lucides comme il faut et s'il se peut, dans la sidération du sentiment. Si l'on en sort, si l'on s'en sort, alors il faut prendre recul et surtout jouer dans le vague à l'âme, construire des châteaux de poussière et observer comment ils se sont écroulés après avoir été une fête, sans regret et en forme. Tout se meut, s'agrège, se sédimente. Me vient souvent à l'esprit Spicer, Jack Spicer, et ses séries, et son vocabulaire qui lui fait ça. Parce que la langue nous fait ce que nous voulons. Lui dit « Vous ne devez pas vraiment ne pas vouloir ce que vous ne voulez pas dire », ajoutant « C'est une chose très compliquée, vous ne pouvez pas la prendre à la légère. Ne le prenons pas à la légère. » Ainsi arme-t-il le futur de ce qui s'écrit. Nous avons là aussi une responsabilité dans nos choix esthétiques. Ce qu'il y a à comprendre est audible pour qui est conduit gentiment à cette intellection. On ne peut faire l'économie ni du jeu, ni du sérieux, ni de l'enjeu. Et l'on cherche une nouvelle syntaxe, non pas contre l'évidence, ni pour l'hermétisme absolu, mais simplement pour entrer en dialogue, converser avec les morts comme avec les vivants que nous aimons, dans l'intransigeance des mots réveillés. Le dialogue avec le passé donne à notre recherche une perspective souvent fructueuse, source pour les écrivains d'inspiration. J'en veux pour preuve notre partenariat avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Lorsque les écrivains vont chercher des archives et les visitent à leur façon, en miroir vagabondant, divaguant d'une œuvre à l'autre, écrivant pour la circonstance des textes qui se fondent dans une réflexion plus ample, la leur, toute personnelle.
Rien de passéiste là, mais de l'invention et souvent du jeu pour laisser passer de l'air et que cela fasse effet. Lorsque j'ai l'intime conviction que mon métier et son exercice ressemblent à l'écriture d'un poème, c'est parce que je pense à des images, parce que je pense en images et comme par infratexte, sentimental, responsable, alors naïve. Si le Dieu en qui je crois s'appelle Hölderlin, Schiller, Amiel, Lévinas, Loubert, Dickinson, Benjamin, Walzer, Mallarmé, James, Woolf, Stevens, Joubert, Blanchot, pour ne citer que quelques-uns, parce que j'ai besoin d'eux dans ma parole, chérie parmi les disparus, c'est par naïveté que je les prends au mot. Je le fais avec plaisir, je les nomme à l'envie. C'est d'un transport qu'il s'agit. Nous sommes en relation, je les imagine, nous les imaginons. L'écologie qui m'intéresse est la physiologie des relations. Benjamin pensait poétiquement, écrit Arendt, c'est un pêcheur de perles, dit-elle. C'est dans Allemand, une série de lettres, 1936, que j'ai lu ceci de lui, qui est allé droit dans mon esprit, j'en fus touchée. C'est par quoi je voudrais lui déclarer ma flamme, en lui disant merci de nous avoir donné cela, que je prends strictement pour moi, pour n'en faire rien, usant de mon sentiment si vif pour lui, sentiment qui n'a pas de nom, mais qui entre dans la danse ou la ronde si l'on préfère. Je cite Benjamin. On voulait faire plaisir à la poétesse en lui offrant un petit coffret d'ivoire que l'on vida soigneusement de son contenu avant de le donner à l'invité. On avait refermé le couvercle. Elle, impatiente, malhabile à l'ouvrir, le serrait dans ses mains. Or, à peine l'avait-elle touché qu'un tiroir s'ouvrit. On en avait oublié l'existence pendant les décennies où ce coffret avait appartenu à la famille. Il contenait 2 ravissantes miniatures anciennes. Annette von Droste-Hülshoff était une collectionneuse étrange, il est vrai, dans la chambre de laquelle les nuages et les cris d'oiseaux avaient aussi bien leur place que les cailloux ou les broches. Un jour, probablement, une rencontre inscrite à notre programme tentera de rendre compte, avec des écrivains collectionneurs, de jouets, de livres, de papillons, de tout ce qu'on veut, de la nature des sentiments de Benjamin vis-à-vis de ces trésors. D'ailleurs, on a déjà fait une rencontre avec des auteurs qui parlaient de leurs jouets. C'était très bien, c'était à la Malmaison. Arendt et Scholem, je crois, à cet égard, ne sont pas tout à fait d'accord, mais c'est encore une autre histoire. Je ne sais si elle relève du sentiment, mais elle participe pleinement du cheminement de la pensée qui a beaucoup de plaisir, le plus souvent possible, à flirter très librement avec les lettres. Au fond, nous pensons que les écrivains ne savent pas dire, c'est pourquoi ils écrivent, c'est pourquoi nous les invitons à dire qu'ils ne savent pas dire, éveillant la curiosité, l'émotion, et ainsi se met en branle, nous espérons, la fonction réflexive, rêveuse parfois, toujours liée à la parole qui ne saura jamais dire vraiment, mais dans sa forme, ranimera un peu du souvenir de la beauté et de son effroi. Ainsi ai-je plaisir à faire un métier qui n'existe pas, venant d'où je viens, perdu comme un enfant dans une forêt de cerisiers, la forêt de la littérature, effrayante et protectrice. J'aime les écrivains dans leur impuissance paradoxale. Ne voulais-je pas faire une thèse sur Henri-Frédéric Amiel pour me rabattre sur Joël Bousquet, qu'entre les lignes je viens de citer, comme j'ai convoqué d'autres auteurs que je remercie d'être si vives, justifier à dessein l'adjectif au féminin pour y comprendre femmes et hommes. Et avant de terminer, puisque j'ai rajouté La vie en rose, je voudrais vous livrer une dernière anecdote parue dans le journal Elle cet été. Il s'agit de l'histoire, pour l'instant très amoureuse, entre Patrick Deville et l'arrière-petite-nièce de Yersin, le héros de son dernier roman. Comme c'était paru dans Elle, je peux le dire, voilà. Et donc, je vous remercie infiniment. C'est nous qui vous remercions, Sylvie Gautreau, pour cette réflexion si dense sur les conditions de mise en œuvre de la création, finalement. J'ai constaté que vous avez prononcé un certain nombre de lexèmes, chambre de résonance, écho, rencontre, poésie dialogique. Vous avez dit que les poètes sont tous dialogiques, vous avez parlé de dialogue avec le passé. Vous avez en quelque sorte valorisé ce mouvement vers l'extérieur qui avait été décrit par Jean Bonhameur. Et donc, il me semble que ce laboratoire de la création est particulièrement stimulant, tel que vous l'avez décrit et dont vous avez fait l'apologie. Mais il y a aussi cet aspect de recherche, la recherche du point aveugle, qui me semble fondamentale, puisque finalement, à ce moment-là, elle représente justement l'accès à l'inconnu, le parcours vers l'inconnu, qui ne saurait pas être hypothéqué par tout point de départ, finalement.
Merci. Voilà, nous avons à présent l'ensemble des contributions des trois orateurs de cet après-midi. Donc, c'est au public de leur poser des questions. Sinon, tu peux essayer. C'est pas un micro. Oui. C'est quand même un déplacement qui ne convient pas, donc je me mets à votre hauteur. Ma question prend quelque chose comme départ que Gianfranco a mentionné, c'est-à-dire le point aveugle que Sylvie a mis en avant. Et la question c'est, et c'est une question qui se pose un peu à tous vous trois, s'il y a quelque chose comme un point aveugle ou un point sublime, et là j'arrive à l'enfance et au processus que vous avez décrit de votre écriture romanesque, où il y a une sorte de, on a mentionné la présence, on pourrait aussi dire une fusion entre être et sentiment à des moments exceptionnels. Alors, est-ce que ça caractérise votre écriture et est-ce que cela se trouve dans une tradition qui va du romantisme en passant par le surréalisme jusqu'à aujourd'hui? Et pour poser la question à Bertrand Leclerc, est-ce que l'éloge, non pas du nouveau roman, mais de Nathalie Sarraute, elle peut fonctionner avec ce système, ou est-ce qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre cet effet d'immédiateté entre être et sentiment et la réflexion sur et avec le langage que vous avez souligné? C'est Jeanne. C'est toi qui parles de ton œuvre. Je ne sais pas si on entend là. Oui. Entre être et sentiment, il y aurait une adéquation à un moment, c'est ça, ce que vous disiez? L'adéquation à un moment, être sentiment. Pour le simplifier, ce que vous avez dit de l'enfance, Oui. un statut, un état avant la naissance du langage, la médiation par le langage, ça serait un peu le point sublime. Le point aveugle. Et je le vois, Oui. je serais intéressé par le fait si vous voyez les choses de la même manière. Peut-être que dans mon travail, oui, le point aveugle, ça pourrait être celui-là. Mais je pense que pour Sylvie, c'est encore autre chose, et peut-être pour Bertrand, c'est encore autre chose. Voilà. C'est horrible. Oui, Orion. pardon. Il y a des... Bon, après, il faudrait prendre le
temps de... Vous posez là une vaste question. Mais donc il faudrait vraiment peser les mots qu'on emploie. Je pense qu'il y a des vrais points communs dans les deux approches. Le premier, peut-être le plus important, c'est l'opposition qu'a brossée Jeanne entre le savoir et la connaissance. Et là, pour le coup, je pense que les deux registres, aussi différents soient-ils, fonctionnent très bien ensemble. C'est le savoir comme accumulation et la connaissance comme quelque chose qui n'a de rapport qu'avec le présent, justement, avec le présent, dans l'immédiateté du temps. Après, Jeanne a parlé de verticalité, moi j'avais écrit un livre qui s'appelait Verticalité de la littérature versus l'horizontalité du discours, etc. Tout ça fonctionne encore une fois très bien. Maintenant, la question, pour moi, elle est relativement différente parce que je pense qu'une fois qu'on est entré dans le langage, on est entré dans le langage. Voilà. Et donc là, je ne sais pas, je ne peux pas répondre comme ça. Je ne suis pas tout à fait capable. Je le crains. Dois-je m'y coller? J'avoue que je ne sais pas moi dire ça non plus. Je pense à Orion. Voilà. Non, ce qui m'intéresse dans mon travail, non pas personnel, mais dans ma fonction de directrice de la Maison des écrivains, c'est en effet vous conduire, puisque vous participez beaucoup à notre questionnement, aussi, c'est d'amener les écrivains à d'un seul coup avoir ressentir profondément ce moment d'égarement, en effet, où justement on n'est plus, vous parliez du rapport de la fonction sociale aujourd'hui de l'auteur, on n'est plus du tout dans un discours de communication, qui n'est donc pas reproductible à l'envie, mais d'un seul coup on est dans quelque chose qui est une perte du sens. Je crois sincèrement. Alors, y a-t-il adéquation entre le sentiment, je sais pas, le sentiment il est multiple. J'ai pas cité Michel Chaillot, mais le sentiment géographique est tout autant présent dans le paysage littéraire contemporain que d'autres sentiments. Mais donc là, le point aveugle par rapport au sentiment, là, je vois pas, pour moi. Mais c'est surtout par rapport à ce travail qui d'un seul coup conduirait en effet l'auteur à être dépourvu de parole. Et donc arriver à autre chose, à exprimer quelque chose de... Sinon après, il faut le lire et ne pas les faire parler, c'est très bien aussi. Oui, ça harmonie bien, mais en fait, dans mon processus, moi, ça s'articule en termes de réel et de réalité, c'est inaccessible. Mais une fois qu'on est entré dans la langue, dans le langage, plus exactement, on y est entré, de toute façon, c'est bien pour ça que le réel est inaccessible. C'est que la langue nous offre le monde et elle nous en prive immédiatement. Et je pense à Pavès qui a écrit des pages formidables là-dessus, sur la rage de ne plus pouvoir être l'enfant qui n'avait pas besoin de chercher à être au monde, il était au monde. Donc, cela dit, moi, il me semble que ça se joue toujours, pas nécessairement dans le langage, mais dans la langue, assurément. Dominique Vierge. Oui, en croisant vos interventions, je pensais à une formule qu'on trouve à la fois, je pense, la plume de Jacques Dupin et de Samuel Beckett, qui disent tous les deux, on est toujours déjà parlé par la langue. Et ce qui me semble tout à fait frappant, c'est qu'à partir de ce constat-là, finalement, on se dessine quelque chose comme deux attitudes. Alors, une attitude que j'ai cru entendre plus dans l'intervention de Bertrand, avec aussi bien les exemples de Sarraute que de Cixous, c'est-à-dire aller voir comment la langue a déposé sur le sentiment, sur les émotions, sur les affects, déjà du langage, et comment c'est en se confrontant à ce langage déjà déposé, qu'on peut appeler aussi les topoïs, les lieux communs, etc., selon un débat qui commence certainement avec Flaubert, mais qui continue jusque dans tes textes, Bertrand, comment en se confrontant à ces lieux communs, on va chercher quelque chose qui, bien sûr, est de l'ordre de l'artifice, du figement, etc., mais en même temps, avec un retournement qu'on peut presque dire lacanien, c'est cet artifice-là auquel on adhère et qui nous révèle le plus, peut-être. Et donc, dans le travail de Sarraute, dans le travail de Cixous, qui prennent des membres de phrases, des formules, et puis qui les dissèquent pour voir ce qu'elles ont à dire, il y a quelque chose de cet ordre-là, alors que dans le propos tout à
à l'heure de Jeanne, il me semble qu'on a une autre perspective qui se dessinait, qui était un travail peut-être de nettoyage de ces dépôts de langue, de ces lexicalisations, comme pour retrouver un état premier, il pense donc un état premier de la relation immédiate à l'affect, peut-être à la chose, à la matière, qui me semble plus se lire, lui, dans ce retour à la chose même que prenait un moment la phénoménologie, qu'on a vu se manifester justement dans la poésie après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des gens comme Gilvig, par exemple, se sont mis à écrire une poésie qu'ils voulaient volontairement, sans image, sans métaphore, sans tout le matériel de la poésie. Et là, la question qui me vient à l'esprit, c'est finalement comment est-ce que vous articulez, Jeanne, ce qui me semblait relever de deux discours dans votre propos, c'est-à-dire à la fois, d'un côté, un discours qu'on pourrait dire historique, après les grandes horreurs du XXe siècle, et particulièrement les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, et l'exemple d'Hiverno était là pour le dire, il y a eu ce besoin de retourner à quelque chose, à une matérialité première, à une chose brute, à des affects immédiats, débarrasser de la rhétorique. C'est la vieille formule d'Adorno que tout le monde reprête, que finalement le poème est inadmissible après Auschwitz. Ça veut dire qu'en fait, et Adorno lui-même a corrigé ça, ce qui est inadmissible après Auschwitz, c'est de phraser. Et donc retrouver finalement une relation à la chose et aux affects, débarrasser de la rhétorique, débarrasser de la phrase, du côté de côté un peu premier de l'enfance, donc renaître à la langue finalement. Alors ça me semble être un mouvement historique, mais en même temps l'autre mouvement superposé après, c'est un mouvement personnel dans votre propre démarche. Et du coup, ma question c'est celle-ci, comment s'articule ce mouvement personnel, cette démarche personnelle, à ce phénomène historique? Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que ça n'en a pas? Est-ce que c'est une pure concomitance de hasard? Ou est-ce qu'il y a là quelque chose qui s'est à un moment cristallisé au cours du XXe siècle et qui est propre à cette époque littéraire-là plutôt qu'une autre? Alors, si j'essaie de répondre à ça, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce retour à l'infance, ce retour à l'état premier, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que ça se fait sans aucune innocence. Ça, c'est très important. Je ne peux pas ignorer par quoi je suis faite. Je ne peux pas ignorer la culture dont je suis faite. C'est impossible. De même, dans le travail de l'écriture, quand les personnages font ce travail d'arasement dont j'ai parlé tout à l'heure et qui m'intéresse, en même temps, il y a un passage que je ne vous ai pas lu, mais ils ne perdent rien de ce qu'ils ont su. Parce que ça, c'est pas possible pour un être humain. Pour répondre à votre question un petit peu, j'ai parlé tout à l'heure de ma propre expérience de la mort et de la guerre. Alors c'est anecdotique, je veux dire, c'est pas pour raconter ma vie, on n'en a un peu rien à faire, mais il se trouve que c'est fondamental, je pense, dans ce que j'écris. Le fait d'avoir vu des choses, comment on va dire ça, le sang humain versé, la mort, quand on a 5 ans, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore maître de sa langue, que personne ne vous explique ce qui se passe, parce que c'est l'urgence de la guerre et que la première urgence, c'est de vous cacher, de sauver les vies, on va dire. Je pense que c'est une empreinte extrêmement forte dans mon travail, qui m'a fait rejoindre d'autres empreintes. Ça, c'est pour l'anecdote, je veux dire, c'est pour... parce que nos vies sont faites aussi de singularités qui font qu'on va être ouvert plus à un chemin qu'à un autre dans le travail de l'écriture. Moi, c'est pas pour rien que la tragédie m'a toujours intéressée. La cruauté, au sens premier du terme, le sang dans la cruauté m'intéresse, parce que j'ai été affrontée à ça. Mes personnages, forcément, ont quelque chose de ça, le personnage de Marc Mazzetti et d'autres. Ils ont forcément, ils viennent de quelque part, ça rejoint en même temps quelque chose qui fait partie de notre époque. Il se trouve que j'écris alors que la guerre d'Algérie, on en parle maintenant. Voilà, donc il y a quelque chose qui se dévoile de cette guerre-là aussi, et qui fait retour sur la Deuxième Guerre mondiale, puisque nous savons aujourd'hui que nous avons pratiqué la torture, etc. Bon.
Nous savons que le sang a été versé et la façon dont il a été versé quelquefois. Donc je pense que je viens aussi de tout ça dans le travail. Mais le terme qui me paraît important, c'est qu'il n'y a pas d'innocence. Ce retour à l'état premier se fait sans aucune innocence, puisqu'il se fait par le silence qui ne peut être là que si la langue est là. Il n'y a pas de silence autrement. Et c'est dans ce silence-là, creusé par la langue, que quelque chose a lieu. Enfin, c'est ce que je cherche, me semble. De questions précises et particulières, mais une impression que je voulais livrer parce que je ne sais pas si elle a été partagée ici par ceux qui vous ont écouté. Je parle du haut féminin de Jeanne Grimeur et Sylvie Baron. Moi, j'ai eu l'impression que c'était vraiment une espèce de chant contre chant, contre canto. Vos voix, je pense pas. Les arguments, ceux dont vous avez parlé, vos voix, vos rythmes totalement différents et qui se sont parfaitement accordés, donner une impression d'être coup dans coup dans l'intime. Et je trouve que la voix et l'art de Marguerite Duras entre vous deux et avec vous deux a donné une tonalité particulière à ce dont on parle ces jours-ci. La voix, c'est du corps. Oui. Merci pour cet après-midi d'enrichissement. Je vais demander à Jeanne Benhammer dans Les Demeurés. Vous avez créé aussi le personnage en quelque sorte de l'institutrice, qui est un personnage qui va payer très cher le choix de la connaissance plutôt que le choix du savoir. Oui. Est-ce que ce personnage est porteur d'une douleur qu'il y a chez l'écrivain, chez vous, j'entends, dans ce choix de retour non innocent vers ce point aveugle, d'où récupérer autre chose? Est-ce que c'est vraiment un personnage qui exorcise aussi le prix à payer pour y arriver? Le personnage de Mademoiselle Solange, Oui. pour moi, oui, paye par la folie, la perte de la raison raisonnante. Elle perd sa place. Elle perd sa place dans le monde. La petite fille gagne la sienne en entrant dans l'alphabet. Elle perd même sa vie. Oui. Oui. Ça, c'est... J'allais dire, c'est anecdotique. Quand on a perdu sa place dans le monde, on peut disparaître. C'est quelque part ça, ce que j'ai écrit, pour moi. Voilà. Demander s'il y a de la douleur là-dedans. Oui, et il y a une joie ineffable aussi. Il y a les deux, puisque à un moment, elle sait que Luce est entrée dans l'alphabet. Donc, quelque part, sa mission est remplie. Elle devait conduire cette petite fille dans l'alphabet. Elle a réussi à le faire. Alors, c'est vrai que c'est un personnage sur lequel on m'a beaucoup questionné. Je crois que pour moi, elle ne pouvait que disparaître. De toute façon, la mort planait dès le départ des Demeurés. Quand j'écris, je ne sais pas ce que je vais écrire. Si je savais, je n'écrirais pas. Je veux dire, je cherche. Camus a dit qu'on écrivait pour être compris. Moi, j'écris pour comprendre. Après, être compris, c'est une espérance grande. Voilà, autre chose. Mais je cherchais et je savais que la mort était présente. Et j'ai pensé pendant un temps
que c'était le personnage de la Varienne qui allait mourir. Après, j'ai pensé que c'était Luce qui allait mourir. Et en fait, la mort, c'était sur Mademoiselle Solange. Alors, sans faire de psychanalyse de bazar, c'était... moi, je quittais l'éducation nationale à ce moment-là. C'était ma façon de m'en aller. C'était ma façon de dire aussi que mon travail, là, était terminé et que autre chose était pour mon temps maintenant. Donc, je crois que j'ai enterré Mademoiselle Solange pour être sûre, sans doute, de ne pas retourner. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui se jouent aussi dans l'écriture. Si vous me permettez, je voudrais juste revenir sur cette question du point aveugle. Non pas m'énerve, mais m'agace un petit peu. C'est de ma faute, puisque c'est moi qui ai prononcé cette expression. Mais oui, c'est mais toi. Au fond, je ne crois pas que les écrivains ne sachent pas ce qu'est ce point aveugle. Ils savent très bien pourquoi, d'un seul coup, il y a ce geste. Ce qui est, à mon avis, intéressant, c'est d'un seul coup d'essayer de leur faire dire comment ça s'est produit. Pourquoi d'un seul coup il y a une transcription de ce point-là. Et c'est là qu'est l'aveuglement peut-être, c'est là que c'est difficile à expliquer. Mais me semble-t-il, voilà, il y a Alexis Génisé de l'inspiration, oui, d'accord, mais enfin, c'est pas ça, et vous l'avez très bien dit ce matin. Donc on sait, je crois qu'on sait à peu près, que ce soit un poète, que ce soit un romancier, la nouvelle est à l'honneur, heureusement grâce au Nobel, dans n'importe quel texte, je ne crois pas qu'il n'y ait pas une raison profonde que l'on ne sache pas. Mais après, c'est l'alchimie du verbe, enfin c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer et qui peut rendre muet, en effet. Et c'est l'effet de sidération pour le lecteur peut-être, d'une formule, d'une formulation inouïe. Mais c'est ça qui est très difficile. Et c'est ça que, par exemple, Dumayet arrivait très bien à faire affleurer et à faire entendre. Et qui était très drôle parfois, parce que c'est quand même important aussi, la joie. C'est-à-dire qu'il laissait le silence. Oui, oui aussi. Ce qu'il y a de vraiment intéressant quand on regarde ces documents, c'est les plages de silence. Oui, quand j'ai fait des entretiens, ce temps-là. Quand j'ai fait des entretiens à Voix Nue pour France Culture avec lui, à l'époque c'était encore les bandes, comme ça, et le réalisateur m'a donné un silence de Pierre Dumayet. Il n'en avait jamais coupé un silo. Je l'ai gardé. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, une toute dernière, Jeanne Benhammer, est-ce que pour vous, on peut concevoir un soi tout à fait soustrait à autrui? Un soi soustrait à autrui. Soustrait à autrui. Quand puisque on sera mort. Vous avez distingué ces deux mouvements qui semblent se succéder forcément. Mais est-ce que cette descente, cette plongée, peut-elle réellement se passer dans notre vie qui serait sous-jacent? Moi, j'ai dit comme ça, sous forme de plaisanterie, quand on sera mort, mais c'est vraiment ce que je pense, dans le fond. Le soi qui resterait comme ça, coincé dans le soi, c'est la mort. C'est soi et autrui, ça marche ensemble. Voilà. Ça marche ensemble. Une chose que je n'ai pas dite, mais qui est importante, mais vous l'avez peut-être entendue, ou si vous avez lu, vous l'avez lu, c'est le rapport à la psychanalyse. Bien évidemment, mon écriture est orientée par la psychanalyse. Et forcément, il y a autrui. Forcément. Sinon, il n'y a pas de semblable. On ne peut pas avoir le sentiment du semblable si on ne considère pas autrui d'abord à l'intérieur de soi. Arriver à soi, ça veut dire avoir dépassé, pour moi, le moment où on est dans le moi et où on pense qu'il n'y a que ça. Voilà. Si on descend, c'est qu'on accepte d'aller vers l'inconnu à l'intérieur de soi, autrement dit, déjà ce qui est autrui à l'intérieur de soi. Donc quand on arrive au soi, on est semblable parmi ses semblables. C'est ce mouvement-là. Ça répond ? Oui, tout à fait. Merci. Ça va. C'est ce que je voulais savoir. Voilà.
Bon, alors, nous remercions nos intervenants d'aujourd'hui, de cet après-midi. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. Et à demain.